Alors, donc effectivement, cette table ronde sur le traitement en temps réel, la problématique c'est le traitement en temps réel, un enjeu stratégique pour les banques face à la LCB-FT. Alors, vous allez voir qu'on a essayé d'ouvrir un peu le sujet et de le rendre protéiforme et de s'intéresser à l'ensemble des tendances qui peuvent avoir un impact sur cette problématique-là, en essayant de brosser une synthèse, alors qui ne sera pas exhaustive, mais qui permettra de tirer un certain nombre de fils. Alors pour commencer, peut-être un premier tour de table. Peut-être Sylvia, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Merci Mathilde. Donc, bonjour à tous, Sylvia Lepel, je suis avocat depuis 2005. J'ai rejoint le cabinet Boken en 2011 comme counsel. Je suis devenue associée en 2017. Le cabinet Boken, c'était un cabinet boutique en contentieux complexe, contentieux réglementaire, droit pénal des affaires. Et on a suivi le sens de l'histoire et Boken est devenu un département d'un plus grand cabinet, un cabinet full service, le cabinet BCTG Avocat. C'est un cabinet français, donc établi à Paris, et on est donc devenu l'équipe droit bancaire, droit réglementaire, droit pénal des affaires. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, un scope très complet, on y reviendra, ça nous permettra de pouvoir rentrer concrètement dans ce que tu croises aujourd'hui, notamment au niveau des contentieux dans le monde de la finance. Vasco, peut-être ? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vasco Alexandre, je suis le cofondateur et le CEO d'une solution SaaS qui s'appelle Dotfile. C'est une solution dédiée aux professionnels de la conformité et qui permet aux institutions financières d'automatiser les vérifications KYC et KYB de leurs contreparties partout dans le monde et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on travaille avec 70 clients dans une douzaine de pays. On travaille notamment avec Aria et Clément, que vous avez vu sur scène il y a quelques minutes. Il vous a évoqué ces enjeux d'instantanéité de vérification. Et donc voilà, peut-être que je peux apporter un éclairage système sur l'enchevêtrement de cette problématique temps réel et LCB-FT. Donc la jambe tech de cette table ronde. Merci Vasco. Et enfin Stéphane. Alors, bonjour à tous. Donc Stéphane Lezé, directeur du contrôle permanent et du risque opérationnel de la banque privée Mileis. Voilà, donc nous on est une banque privée, on est le troisième acteur indépendant dans la gestion patrimoniale. Voilà, on a racheté aussi Cholet-Dupont en février 2023. Donc on s'adresse à une clientèle patrimoniale voilà, qui ont des avoirs supérieurs à 100 000 €. Donc on a un positionnement de niche et du coup on a 150 banquiers privés répartis sur la France pour du coup servir nos clients. Voilà. Merci. Effectivement, un acteur de poids du coup dans cette table ronde pour pouvoir venir éclairer la manière dont finalement la banque patrimoniale se met en ordre de marche aussi à l'ère finalement du temps réel et de la full digitalisation. Et enfin Mathilde Descourtis, moi je suis directrice générale du cabinet Seabird. Le cabinet Seabird, c'est un cabinet de conseil spécialiste des services financiers. On existe depuis 20 ans et on a un cabinet français qui opère très principalement en France, en Belgique et au Luxembourg. Voilà, donc j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde avec vous trois. Alors la première thématique que l'on voulait aborder aujourd'hui, parce que c'est peut-être le premier débat qu'on a eu dans la préparation de cette table ronde, et ça fait écho à la présentation de Stéphane à l'instant, c'était de savoir si le match néobanque et acteurs traditionnels était un match qui tenait toujours, ou est-ce que finalement cette distinction devenait trop manichéenne compte tenu du fait que les acteurs traditionnels ont aussi pris nécessairement le train de la digitalisation. Et on s'est aussi posé la question évidemment de la place du régulateur dans tout ça et de sa propre évolution face à l'évolution à la fois des activités et des contrôles associés. Donc la première question, peut-être pour toi Vasco pour commencer, on parle beaucoup du coup des néobanques pour ce qu'elles apportent et principalement d'ailleurs au regard de l'expérience client. C'est vrai que quand on parle néobanque, on parle parcours client, on parle interface, on parle ergonomie, mais quid finalement de l'envers du décor et est-ce qu'elles ont la même avance aussi côté, je dirais, back-office ?
Oui, effectivement. Donc ça, c'est souvent le prisme selon lequel est abordé le match néobanque, banque traditionnelle, c'est celui de l'expérience client. Si on creuse un petit peu ce que ça veut dire, l'expérience client, bah, finalement, ça rejoint notre problématique de l'instantanéité et du temps réel. Cette problématique du temps réel, pourquoi on l'évoque aujourd'hui? Bah, parce qu'il y a cette réglementation sur le virement instantané qui a récemment émergé. Et si jamais vous, en tant que consommateur peut-être de produits de néobanque, on vous demandait votre avis, bah, peut-être qu'un des retour que vous feriez, c'est les néobanques étaient justement les premières à offrir du virement instantané. C'est plus simple quand j'ai envie de rajouter un bénéficiaire sur mon compte à qui j'ai envie de faire un virement. Et donc je pense que c'est important de vraiment lier cette problématique d'expérience utilisateur à la rapidité, à l'instantanéité du service. Donc parmi les autres éléments du match qui sont fréquemment évoqués, il y a évidemment le fait que les banques traditionnelles ont une expertise métier sur le sujet LCBFT qui est beaucoup plus développée que ce que peut avoir une néobanque. De mon point de vue, il y a une nuance que j'aimerais apporter cependant, c'est que je constate que les néobanques vont très vite sur la partie système, justement. Et elles deviennent extrêmement compétentes, rapidement, sur le déploiement de nouveaux systèmes, notamment sur la partie LCBFT, qui vont permettre de mieux répondre aux enjeux temps réel, parfois que des banques traditionnelles. Donc si j'avais potentiellement un message à faire passer, c'est vraiment de réfléchir au match néobanque-banque, pas uniquement selon ce prisme expérience client, mais aussi selon ce prisme système et rapidité d'adoption de ces solutions. Et effectivement, peut-être au sein des acteurs traditionnels, et c'est ce qu'on discutait, il y a peut-être aussi une distinction à faire entre la partie patrimoniale et la partie banquier plus retail, plus mass market. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Stéphane, et quelle est la position de Mileis par rapport à cette problématique? Moi, en fait, ma position, c'est que... alors, c'est vrai que nous, on est une banque privée, voilà, avec un positionnement de personnalisation de la relation bancaire. Donc, chaque client a un banquier privé qu'il rencontre, voilà, en chair et en os. Mais depuis plusieurs années, voilà, il y a quand même un nouveau paradigme dans le monde bancaire. Hein. On a de plus en plus d'intervenants, les néobanques, les nouveaux prestataires de paiement, des nouveaux produits, le paiement instantané. Donc, nous aussi, les banques privées, on doit servir nos clients sur la partie bancaire et on a la même matrice de risque que les néobanques. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une dichotomie entre banques traditionnelles et néobanques. Nous, à titre d'exemple, donc on a développé de l'IA pour aider nos banquiers privés dans la relation client. Hein. Donc je ne pense pas qu'on soit en retrait par rapport à l'innovation. Et en termes de lutte contre la fraude, voilà, on est en train de mettre en place un système donc, basé sur la technologie du device fingerprint qui permet d'identifier en temps réel l'empreinte en fait, numérique des fraudeurs. Un petit peu comme un cambrioleur dans une maison, il laisse des traces partout. Nous, on va identifier le fraudeur en temps réel, hein, donc on développe aussi le temps réel. On travaille donc avec un partenaire allemand qui s'appelle RiskIdent, qui nous aide voilà, à développer cette solution. Donc ils sont là aujourd'hui, si vous voulez les rencontrer, ils sont dans la salle aussi, merci. Voilà, donc on n'est pas du tout en retrait et on s'adapte à ce temps réel qui nous est imposé par le changement de paradigme. Et justement, si on fait un constat empirique sur ce que vous constatez sur la fraude, et si on replace ça dans du coup, ce match acteur traditionnel néobanque, quel constat chiffré on pose et après on posera la même question à Sylvia qui je crois, fait écho au même... Alors, je ne veux pas donner de chiffres ou la question est complexe, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, notamment de PSP et de néobanques, on assiste quand même voilà, à une multiplication des fraudes qui sont rendues quand même plus faciles. Voilà, côté néobanque aussi, l'ouverture de compte est peut-être digitalisée, mais quand même plus simple. Donc on assiste voilà, à une profusion et une augmentation du nombre de fraudes et de blanchiment d'argent du fait de ces nouveaux acteurs.
Donc une complexification de l'écosystème qui manifestement génère un certain nombre d'interstices. Est-ce que c'est ça qu'on constate aussi du coup d'un point de vue juridique et de votre côté au niveau du contentieux? Est-ce que c'est ce que je dirais le paysage que vous dresseriez entre les nouveaux acteurs, les plus anciens et qu'est-ce que cette modification du paysage entraîne au regard de ces constats? Alors moi, je peux répondre sous l'angle du contentieux administratif de la commission des sanctions de la CPR, puisque on observe depuis 2017, je dirais, une augmentation du contentieux disciplinaire de la CPR en raison notamment évidemment de l'arrivée sur le marché financier des néobanques. Donc il y a eu une première décision notable en 2017 et puis une accélération à partir de 2019. Il y a eu plusieurs décisions qui ont sanctionné des néobanques pour des défaillances en matière de conformité. Effectivement, la CPR rappelle que la vitesse dans l'exécution des opérations, la vitesse dans la fourniture des services de paiement, ça ne justifie évidemment aucunement des défaillances en matière de lutte en matière de LCBFT. Ce que je dois dire néanmoins, c'est qu'au plan numérique, si on fait le compte sur les 5 dernières années, moi j'ai identifié une demi-douzaine, enfin exactement 7 décisions de sanctions qui ont touché les néobanques. Et en ce qui concerne les acteurs traditionnels, à peu près 8 également. Donc en apparence, en tout cas, enfin, on peut pas dire que la CPR a les néobanques dans le viseur. Enfin, c'est au plan numérique, en tout cas, lorsqu'on fait le compte, assez équilibré. Merci beaucoup. Et donc justement, on parle de la CPR. On voit bien que les banques, quelles qu'elles soient, s'outillent elles-mêmes, et notamment via l'IA, pour venir renforcer cette batterie de contrôle. La CPR, quel regard elle porte à la fois sur cet outillage et quel usage en a-t-elle elle-même? Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Du coup, la CPR, elle n'est pas du tout en reste, puisqu'elle utilise l'IA depuis plusieurs années. Elle a développé donc un logiciel qu'elle appelle Lucia, voilà, qui veut dire logiciel à usage du contrôle assisté par intelligence artificielle. Donc voilà, qui permet de traiter un nombre important de données et quand elle vient contrôler les acteurs bancaires, du coup de déclencher des alertes sur des dossiers à analyser. Donc ceux qui ont été contrôlés récemment en ont sans doute fait les frais. C'est une solution voilà, très innovante, du coup qui pousse aussi les banques à améliorer leur système de lutte anti-blanchiment, de lutte contre la fraude, pour être au niveau du régulateur qui finalement promeut l'intelligence artificielle. Et côté acteur tech, quel regard du coup tu peux porter, Vasco, toi sur le régulateur et sur son degré d'avance ou non d'ailleurs sur ce sujet du coup d'automatisation des contrôles et je dirais au-delà de ça d'intelligence mise dans les contrôles, parce que c'est ce dont on parlait aussi. Il ne s'agit pas seulement d'automatiser, il s'agit de générer les bonnes alertes pertinentes au bon moment. Comment on est positionné avec la CPR aujourd'hui? Je pense qu'on a la chance en France d'avoir, avec la CPR, d'avoir un régulateur qui est très sophistiqué et très pragmatique. Et d'ailleurs, dans le milieu des fintech, c'est plutôt bien vu quand on est une fintech européenne d'être assujetti de la CPR parce que c'est un vrai gage de sérieux. On sait que c'est un régulateur qui est en pointe, on sait que c'est un régulateur qui est vraiment sophistiqué par rapport à ce qui peut se pratiquer même dans d'autres pays européens. Ensuite, je pense que sur la question de l'IA et de la CPR, elle nous est posée assez souvent par des clients. Quel est un peu le regard du régulateur? Encore une fois, je pense que le régulateur, il est pragmatique. Donc, il n'y a pas une réponse uniforme à faire. Je pense que ce que le régulateur va vérifier, c'est est-ce que, en fait, l'IA ne se substitue pas totalement à l'humain? Donc, quelle est la part d'automatisme? Quelle est la part d'humain dans les décisions qui peuvent être prises? Évidemment, ils vont aussi regarder le contrôle des données. Il y a ces questions avec les nouveaux modèles d'IA générative de où
où vont les données et des implications que ça peut avoir sur la protection des données clients. Mais je pense que la CPR est réaliste, notamment quand on voit la multiplication des cas de fraude qui sont liés à l'IA générative. Et je pense que vous êtes tous témoins de l'évolution des deepfakes et de la vitesse de ça. Il y a un petit peu ce côté, il faut combattre le mal par le mal. Donc c'est-à-dire que le seul moyen de faire la course à ces fraudeurs, ça va être de leur opposer justement des systèmes qui se reposent eux-mêmes sur l'IA. Et ça, je pense que la CPR le comprend très bien. Et alors justement, peut-être pour faire le point avec la question d'après que tout le monde se pose, en tout cas qui est un peu la question qui revient sempiternellement sur l'IA, c'est oui, mais si on met de l'IA, alors quid de l'intervention humaine? Et donc on peut se poser la même question sur les fonctions contrôle et principalement LCBFT, du coup qui se prête bien quelque part à ce que peut en faire l'IA. Donc quid des nouveaux acteurs, des nouveaux circuits, comment on fait quand les sous-jacents évoluent eux-mêmes, peut-être plus vite d'ailleurs que les contrôles que l'on a pu développer quand bien même on les a digitalisés. Côté, je dirais, quasiment organisationnel, force de travail, de votre côté, Stéphane, quel impact ça a aujourd'hui et demain d'ailleurs sur vos équipes et celles que vous voyez chez vos confrères? Donc moi je ne pense pas que cette nouvelle technologie, l'IA, tout ça va réduire la voilure dans les fonctions de conformité. En fait on va juste travailler autrement, peut-être avec d'autres compétences, voilà, et on va finalement avoir peut-être moins d'alertes à traiter, mais peut-être beaucoup plus qualitatives. Donc il va falloir se réinventer. Mais pour moi, voilà, ce sont des outils qui vont nous aider à travailler différemment, plus rapidement, en temps réel, mais absolument pas enlever voilà, les compétences qui vont être nécessaires pour finalement, in fine, analyser une alerte et la qualifier, savoir s'il faut la déclarer à traque-fin ou pas. Voilà, c'est ma vision des choses. Je suis souvent la vision de l'industrie. On est donc rassurés pour les fonctions contrôle si certains sont dans la salle. C'est juste une évolution du métier. Parce qu'on parlait de ça aussi justement à l'ère de l'évolution d'une autre technologie qui a beaucoup fait parler d'elle, et qui s'est transformée du coup en l'avènement d'un nouveau sous-jacent dont on entend beaucoup parler aussi, qui fait beaucoup écrire, et notamment sur le plan justement de la fraude et des potentiels interstices de blanchiment. Quid du coup de ces nouveaux contrôles dans le cadre de la circulation plus massive aujourd'hui des cryptos? Comment vous voyez ça, vous, en tant qu'acteur tech, et quelle orthogonalité il peut y avoir d'ailleurs entre l'avènement des cryptos, celui de la fraude et l'implémentation de l'IA sur ces contrôles-là? Ouais, et déjà je rejoins totalement Stéphane sur le fait que l'IA ne va pas remplacer totalement l'humain. Et ici, le but, c'est pas de vous faire une réponse qui est politiquement correcte. Moi, je le crois profondément. On va assister à une transformation des fonctions de contrôle, mais eu égard au challenge que j'évoquais précédemment sur les mutations des fraudes, je pense qu'on va avoir besoin, plus que jamais, de personnes qui sont peut-être différentes dans la typologie de profil que celles qu'on peut trouver aujourd'hui dans les équipes conformité, des nouvelles compétences techniques qui vont venir se rajouter à ces équipes justement pour aller développer, maintenir et imaginer les systèmes de demain qui permettent de se prévenir contre les nouvelles techniques de fraude. Mais en tout cas, voilà, nous, c'est pas une tendance qu'on observe, même à moyen terme, d'avoir un remplacement complet des équipes conformité par de l'IA. Je pense que voilà, ça tient plus de la peur irrationnelle que d'autres choses à ce stade. Pour répondre à ta question, Mathilde, sur la crypto et par rapport à la problématique, je pense qu'il y a plusieurs axes intéressants. Déjà, si on en revient au temps réel et à l'expérience client, si on en est là aujourd'hui, c'est probablement un peu à cause de la crypto. Parce que une des promesses originelles de la crypto, c'était de dire, voilà, je vais pouvoir payer des personnes n'importe où dans le monde, quasiment instantanément. Et donc, en fait, c'est probablement l'émergence des technologies crypto qui a aussi poussé les institutions financières à se dire, mais en fait, voilà, on a de la concurrence, on a la concurrence qui propose du temps réel, il faut que nous aussi, on soit en mesure de le proposer. Et donc, par là même, je pense que
comme la technologie blockchain était nativement en temps réel, ils ont développé une pratique de la conformité un petit peu différente qui a dès le départ intégré les contraintes du temps réel. Et donc je pense que pour toutes les personnes qui travaillent dans des institutions financières, même si elles ne sont pas exposées directement à la crypto, il y a potentiellement des bonnes choses à prendre dans l'univers de la crypto et de la blockchain et des enseignements qui sont intéressants. Donc voilà, ça c'est, je pense, le point principal que je mettrai en valeur. Et d'ailleurs, je crois que le régulateur te suit là-dedans, d'où la régulation MiCA qui devrait pouvoir encadrer ça peut-être d'une meilleure manière que ça l'est aujourd'hui. Et donc, du coup, pouvoir là aussi, quelque part, encadrer ce marché comme les autres et pouvoir, pour le coup, profiter pleinement des 10 avantages dont tu parles et de cette disruption de marché qui, finalement, pour le coup, en tout cas, pour le client final, l'avènement de l'instantanéité et notamment au regard du virement ou de l'ajout de bénéficiaires, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a changé beaucoup la donne. Donc, et je pense voilà, qu'il faut sortir de cette vue un petit peu manichéenne, comme quoi les cryptos sont uniquement des instruments qui permettent de faciliter le blanchiment d'argent. Il y a évidemment une part de vérité. Aujourd'hui, quand on a un hôpital qui est cyberattaqué, la rançon qui doit être payée, on la paye rarement en euros. Généralement, s'il y a un groupe de hackers qui fait ça, il demande une rançon qui est payée en crypto. Et donc, voilà, je pense que c'est intéressant de voir les perméabilités entre les deux mondes. Alors, ceux qui suivent ces sujets de près connaissent peut-être les stablecoins. Les stablecoins, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des cryptos dont le cours est fixe et qui permettent justement d'aller faciliter et de fournir des rails pour des paiements internationaux instantanés. Et donc là, avec les stablecoins, on a un exemple parfait d'une technologie qui permet de faire le lien entre les institutions financières traditionnelles, les technologies blockchain, au service de l'instantanéité et du temps réel. Merci. Et Sylvia, encore une fois, d'un point de vue du contentieux, le point de vue juridique, qu'est-ce qu'on constate justement dans à la fois ce contexte de l'avènement de l'IA? Est-ce qu'on voit finalement un poids de l'humain venir diminuer dans le traitement de bout en bout du dit contentieux? Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on constate d'un point de vue très prosaïque dans le règlement des contentieux qui tourne autour de la crypto, justement? Alors, de mon point de vue de juriste, je vais d'abord partir des textes existants et des textes qui sont presque déjà applicables, puisqu'en fait, on a un IA Act du 13 juin 2024 avec un calendrier et des obligations qui sont en train d'être mises en place et pour le secteur financier, beaucoup de choses déjà applicables à partir de mi-2026. On sait que la surveillance de l'IA pour le secteur financier sera confiée à la CPR. Quelle que soit la taille du PSP, parce que même pour les établissements bancaires de taille significative, la BCE a d'ores et déjà indiqué qu'elle refuserait la mission. Donc, s'agissant de l'IA, on a eu déjà plusieurs annonces de la CPR via les organes que sont le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque de France. On sait que c'est dans le shaker à l'heure actuelle. On est en train d'annoncer effectivement qu'il va y avoir une transformation de la fonction, une transformation, comme tu le disais Vasco aussi, à travers des nouveaux profils, puisque la CPR nous dit il va falloir embaucher des personnes qui ont un profil technique, qui ont le profil qui pourra contrôler l'usage de l'IA et surtout comprendre le fonctionnement profond de l'IA. Donc là, on voit se profiler un profil mi-analyste, mi-juriste, mi-ingénieur et surtout la CPR le répète, elle veillera à ce que ces obligations soient bien respectées. Sur
sur la part de l'humain dans les textes. Ce qui est intéressant, c'est il y a l'ACPR et Tracfin qui ont pris des lignes directrices au mois de janvier 2025. C'est donc tout récent. Et là, l'IA, on comprend qu'elle est déjà en train d'être utilisée. Et ce que l'ACPR et Tracfin soulignent, et notamment pour la mise en œuvre des mesures de vigilance, c'est que les informations devront faire l'objet d'un contrôle humain, je cite, qui sera approprié et proportionné. Voilà, en particulier pour les examens renforcés et la rédaction des DS. Donc on n'en est pas encore au tout IA sur ces sujets-là. Ensuite, sur la crypto, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'effectivement, ce sont les nouveaux acteurs. On sait que les nouveaux acteurs ont un peu tendance sur le marché à commencer à opérer sans avoir forcément tout de suite les agréments. Quelquefois, on commence à opérer et puis on commence en même temps les démarches auprès de la CPR pour avoir le bon statut. Jusqu'à présent, moi, je n'avais... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'opérer sur le marché pour un PSP, c'est une infraction pénale. Jusqu'à maintenant, on savait que ce risque existait. Il y a une communication du parquet financier de Paris en début d'année sur des opérateurs crypto qui auraient opéré sans avoir l'agrément. Et on sait qu'à l'heure actuelle, le parquet de Paris va regarder, va apporter son regard, se superpose en fait au regard de la CPR et on ne va pas laisser les opérateurs agir sans que ce soit dûment agréé. Donc on voit finalement qu'il y a une forme d'alliance en fait entre un certain nombre d'acteurs et notamment régulateurs, parquet de Paris. C'est vrai aussi en fait chez les acteurs en eux-mêmes, et c'est ce que disaient les intervenants de la table ronde précédente. On arrive aussi dans un monde où il sera certainement utile que les acteurs se parlent entre eux en fait pour pouvoir faire circuler ces informations et venir renforcer des systèmes qui se doivent d'être systémiques et plus forcément silotés à la maille établissement. Stéphane, quel est ton avis, toi, là-dessus? Nous, en tant qu'établissement, on rêve en fait de pouvoir partager l'information des fraudeurs, des acteurs du blanchiment, etc. Je ne pense pas que ça puisse se faire tout seul. Voilà, il faut que la réglementation nous aide à le faire. D'ailleurs, il y a une loi qui est en train d'être votée au Parlement français, à l'Assemblée nationale, la loi du 4 février 2025, sur le partage justement d'informations et la création d'un fichier des IBAN frauduleux. Donc cette loi, c'est déjà un premier pas vers le partage d'informations. Nous, des IBAN frauduleux, on en détecte tous les jours. Pour l'instant, on les garde pour nous, on les met dans nos bases de données, on les bloque, mais on ne les partage pas. Voilà. Sylvia, c'est ce que tu évoquais aussi avec peut-être le fait qu'avoir pour projet d'avoir une liste noire qui serait partagée, partageable. Évidemment, le tout en conformité avec le secret bancaire, ce serait peut-être finalement ce qui fait écho au fameux partage des IBAN frauduleux. Ça peut être quelque chose que l'on peut voir. C'est exactement ça, en fait. C'est une forme de liste noire, mais plus sophistiquée, parce qu'en réalité, ce sera un fichier qui ne se contentera pas de donner les éléments d'identification des comptes qui seraient soupçonnés de fraude. En fait, c'est dans la proposition de loi à l'heure actuelle, c'est un fichier qui va comprendre beaucoup plus d'éléments, notamment sur les circonstances de la fraude. Donc ça va amener des obligations supplémentaires sur les PSP. Il va falloir enrichir ce fichier et puis finalement ça va être une forme de déclaration de soupçon. Là aussi, donc il va y avoir une obligation plus importante du PSP là-dessus, et puis évidemment l'obligation de vérifier avant de faire l'opération. Alors on peut imaginer que toutes ces tâches-là pourraient être faites par l'IA.
Il me semble quand même que compte tenu des conséquences potentielles de ces informations-là, parce que on est quand même en train de parler, lorsqu'on parle de la fraude, d'une infraction pénale, en général de l'escroquerie. Donc je ne vois pas qu'il n'y ait pas d'intervention humaine pour encadrer ce type de fichier. Voilà. Et Vasco, sur cette question, tu résumais ça finalement par le dilemme du prisonnier entre les différents acteurs, c'est-à-dire aujourd'hui, comme tu le disais, évidemment chacun mène ses contrôles. Il y a un sujet pour qu'il soit de plus en plus efficient parce qu'on est tous face aux mêmes contreparties quelque part. Il y a un enjeu à ce que cette information circule, évidemment, parce que ça irait plus vite et on se poserait pas tous à la maille individuelle les mêmes questions sur les mêmes acteurs. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fondes comme espoir justement pour sortir de ce fameux dilemme du prisonnier aujourd'hui? Je trouve ça évidemment intéressant sur le principe d'avoir une plus grande coopération entre les institutions financières. Après, est-ce que cette coopération nécessite d'être encouragée par une loi ou est-ce que c'est une coopération qu'on n'espère pas un petit peu plus organique entre les institutions financières elles-mêmes? Et je mets ça en parallèle avec ce que disait Sylvia sur l'AI Act. Il y a quelque chose quand même qui doit nous interpeller. Au moment où il y a eu l'AI Act, ça a fait couler beaucoup d'encre sur, mais en fait, cette réglementation va potentiellement engendrer un retard de l'Europe par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis sur les technologies d'IA. Et si jamais on devait effectivement engranger ce retard-là, qu'est-ce que ça nous dit sur la capacité de nos institutions financières demain à se prémunir des risques de fraude, comme on l'a évoqué, justement grâce aux technologies d'IA? Donc je trouve qu'il y a un paradoxe intéressant où, attention, peut-être qu'en surrégulant l'IA, on peut potentiellement se mettre à risque de demain être moins bien équipé pour lutter contre la fraude. Donc ça, c'est plutôt l'argument libéral. Et il y a un contrepoint qui est quand même intéressant avec un élément d'actualité, c'est que hier, il y a Jamie Dimon, qui est le CEO de JP Morgan, qui a envoyé un email apparemment à des milliers de fournisseurs de la banque pour alerter sur l'usage de l'IA qui est fait chez beaucoup de sous-traitants de JP Morgan, en disant qu'il y a énormément d'entreprises qui déploient des technologies sans vraiment toujours bien les comprendre et que ça pouvait poser des risques. Donc en gros, cette question de la réglementation IA, je pense qu'elle n'est pas facile. C'est pas aussi simple que de dire il ne faut pas trop réguler ou alors il faut réguler. Et on va continuer à en débattre dans les prochains mois. Oui, comme souvent, c'est pas pleinement tranché. Peut-être pour conclure juste en 30 secondes chacun, finalement, et pour répondre à la problématique du départ, temps réel et réduction des risques, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injonction contradictoire? Et sommes-nous aujourd'hui suffisamment matures pour pouvoir assurer que le risque embarqué va diminuer? Sylvia, qu'est-ce que tu dirais en 20 secondes là-dessus? Alors effectivement, on voit que le temps réel et à travers l'usage de l'IA va permettre un gain de temps formidable pour les fonctions de conformité, un gain de temps, un gain en termes de qualité. Et donc, voilà, la fonction va pouvoir évoluer vers d'autres sujets. On va donc vers l'amélioration et plus de sécurité. Ensuite, parallèlement, c'est vrai que, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la CPR, c'est un outil tellement prodigieux qui présente quand même des risques. Le premier risque, évidemment, c'est le risque d'une mauvaise utilisation. Il y a un risque, alors ça c'est le risque qui vient de l'intérieur, hein, c'est l'agent qui utilise IA. Il y a le risque qui vient de l'extérieur, qui est le risque cyber. Et puis, il y a un risque qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est un risque qui a bien été souligné par la CPR, c'est que l'IA est extrêmement énergivore. Et donc, il y a un risque environnemental important qui est lié à l'utilisation de l'IA. Et la CPR dit qu'elle va veiller à ça. Donc, on ne va pas, à mon sens, pouvoir utiliser l'IA n'importe comment parce que les PSP, les opérateurs du marché ont des obligations au plan de la durabilité. Hein. La plupart ont un rapport de durabilité à publier et doivent s'exprimer sur l'impact en termes d'environnement de leurs activités. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet qui peut donner lieu à une autre table ronde.
Oui, c'est un défi évidemment. Donc, on vous demande, vous les représentants d'institutions financières, de faire plus vite et plus efficace. Donc, ça va nécessiter des changements technologiques, des changements organisationnels, comme l'a évoqué Stéphane. Évidemment, il faut se poser la question du cadre de ces changements, qui est le cadre réglementaire qu'évoquait Sylvia. Donc, moi, je pense que c'est un challenge qui est intéressant parce que ça propulse tout le monde en avant. Donc, je reste optimiste, moi, par rapport à ces évolutions. Et toi, Stéphane, qui est en face des clients finaux, du coup, les fameux clients qui, eux, veulent ce temps réel, quoi qu'il en soit, finalement, qu'est-ce que tu peux dire sur cette question de l'injonction contradictoire entre contrôle et temps réel? Du coup, oui, même les clients des banques privées veulent le temps réel pour gérer leurs opérations. Donc, pour moi, temps réel, ça accroît les risques. Donc, comme on le disait en préambule, il faut se réorganiser, implémenter de nouveaux systèmes. Et du coup, je crois beaucoup, moi, aux partenaires. On ne peut pas tout faire en interne. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi à Bank Tech Day, pour rencontrer des partenaires innovants dans des nouvelles technologies pour nous aider finalement à être meilleurs et à affronter tous les challenges du nouveau... des paradigmes en termes de risque. Donc, ma conclusion. Merci à tous. Donc, changement de paradigme et avènement d'une vision écosystémique. Ça promet pour la suite, c'est encadrement du régulateur. Merci beaucoup.